Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce webinaire consacré à la fratrie. Voilà, pour information, donc nos actions parentalité sont portées par l'UDAF de la Gironde, Union départementale des associations familiales, et décidées par la commission parentalité de l'UDAF, composée de parents et de grands-parents. Elles sont soutenues donc par le réseau REAP de la Gironde, réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Vous pourrez retrouver nos webinaires précédents sur la page YouTube UDAF 33 et suivre notre actualité sur le Facebook de l'UDAF de la Gironde. Donc ce soir, pour nous accompagner, nous avons du coup Laure à la technique qui est vraiment sûre de la technique ce soir et Agnès qui reprendra le filon du chat quand on aura résolu le petit souci. Voilà, donc Agnès va d'ailleurs vous envoyer un petit peu après un lien avec une enquête de satisfaction, voilà, qui sera à compléter. Ça prendra vraiment 2 minutes à répondre, mais on en a vraiment besoin de cette enquête parce que ça nous permet de continuer nos actions au plus près de vos besoins, de ce que vous souhaitez. Donc, sur la plateforme Livestorm, vous retrouverez un onglet chat de discussion et d'échange entre participants. N'hésitez pas à alimenter de votre quotidien. Donc, vous avez souvent de belles expériences et de belles pratiques à nous partager. Et à côté de l'onglet questions, vous avez l'onglet questions qui nous permettront de faire remonter vos interrogations à notre intervenante. Et je sais qu'il y en a déjà une qui a été mise. Donc, on va déjà commencer avant d'y répondre. Merci. Donc, le thème de ce soir, c'est la fratrie, aider chacun à trouver sa place. Donc, il sera présenté par Sophie Marie. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Tu es accompagnante en parentalité, conférencière et formatrice en communication, relations au sein de Parents Plus. Donc avant de commencer, est-ce que tu peux nous présenter en 2 mots ce que c'est que Parents Plus? Parents Plus. Alors, Parents Plus, bonsoir. Parents Plus, c'est une structure qui existe depuis une dizaine d'années, que j'ai montée au départ seule. Et donc au départ, l'activité que j'ai développée, c'était uniquement de l'accompagnement à la parentalité par le biais notamment d'ateliers et en premier par l'approche Faber et Masli. Je parlais pour que les enfants écouter pour que les enfants parlent. Et puis en plus, c'est développé au cours des 10 dernières années, non seulement au niveau des activités, puisqu'aujourd'hui, nous accompagnons aussi des professionnels dans les formations, des professionnels de l'enfance et de la petite enfance. Et puis, voilà. Et puis, nous avons aussi des conférences comme ce soir que nous proposons. Et aujourd'hui, je ne suis plus seule dans cette structure. Nous sommes 4, dont 2 animatrices comme moi, et puis une autre qui fait du massage bébé, massage pour les femmes enceintes, et qui propose des ateliers de massage à l'école et en famille. Voilà pour Parents Plus. Donc, Agnès vient de vous mettre le petit questionnaire en ligne. Voilà, on a retrouvé Agnès. Du coup, on va commencer avec le diaporama. Hop, que j'aurai agrandi. C'est à toi, Sophie. Ok, donc ce soir, notre thème, ça va être discussion autour de la fratrie et notamment aider chacun à trouver sa place. Alors, on avait déjà une question tout à l'heure sur les disputes et les demandes d'attention de la part des enfants. Ça va être effectivement un des sujets qu'on va traiter. Mais avant ça, je voudrais déjà commencer par amener quelques notions, parce qu'avant de régler les disputes, avant de vouloir régler les disputes quand il y en a, eh bien, c'est bien d'avoir quand même 2-3 idées en tête. En effet, nous, en tant que parents, et je suis maman, moi aussi, comme vous, j'ai plusieurs enfants, j'en ai 2. Quand nous décidons d'avoir plusieurs enfants, en fait, nous sommes essentiellement guidés par notre propre désir et par la joie finalement de mettre des enfants au monde. Et on annonce souvent à nos enfants, alors quand ils sont en âge de pouvoir l'entendre, sans absolument aucune arrière-pensée, on leur annonce la bonne nouvelle, comme quoi tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Et effectivement, pour nous, c'est toujours une bonne nouvelle parce que mettre au monde un enfant, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais on ne se dit pas que parfois, pour nos enfants, en fait, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Parce qu'eux, ils n'ont rien demandé du tout. Et certainement pas d'avoir un petit frère ou une petite sœur.
Et comme j'aime bien dire, un petit moucheron qui va monopoliser toute l'attention des parents, mais pas seulement des parents, des voisins, des amis, de la famille. Et finalement, l'aîné, on va un petit peu l'oublier quand le deuxième va arriver. Et justement, cet aîné, il peut avoir des sentiments qui ne sont pas toujours très positifs. Il peut avoir des sentiments parfois hostiles vis-à-vis du petit ou de la petite qui arrive. Et très souvent, ces sentiments-là, alors ils ne sont pas forcément hostiles, ils peuvent être contradictoires. C'est-à-dire que parfois je l'adore, parfois je le déteste. Et au fond de moi, je ne sais pas vraiment très très bien ce qui se passe si je suis l'aîné. Et puis, si je suis l'aîné, il y a aussi une sorte de demande implicite de la part des parents. C'est-à-dire que si je suis l'aîné, on va me demander d'une part d'être content de ce petit mouchon qui arrive. Et puis, on va me demander aussi d'être grand, d'être responsable et de montrer l'exemple. Et ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de faire en tant qu'aîné. Donc, l'idée, c'est déjà de se poser cette question-là. Est-ce que nos enfants, ils n'ont pas choisi, ils n'ont pas choisi de venir au monde, ils n'ont pas choisi qu'il y ait un deuxième, un troisième, un quatrième derrière eux. Et autant il y a des enfants qui vraiment se réjouissent très sincèrement d'avoir un petit frère ou une petite sœur, autant il y en a aussi qui vont pouvoir nous dire qu'ils sont très très contents et ils vont le dire à leurs parents, mais au fond, ils vont le dire parce qu'ils n'ont pas tellement le choix. Parce qu'au fond d'eux, comme ils ont vu que leurs parents étaient très, très, très contents d'avoir un nouvel enfant, ils se disent, si moi je ne l'aime pas autant qu'eux, peut-être qu'en fait, ils ne vont plus m'aimer. Donc, il vaut mieux que je leur dise que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, le son est très mauvais. Donc, je suis désolée, moi, je ne peux rien y faire. Mais on s'active autour de moi. Donc, en tant qu'aîné, c'est difficile de dire, oui, finalement, le petit. Et c'est parce que tu as mis là qui est un. Non, parce que ça, c'est pas connecté. Bon, on revient sur le son classique. Est-ce que c'est bon là, vous nous entendez? Apparemment, oui, c'est bon. Ok, oui, super. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alors, j'étais en train de dire que, oui, effectivement, en tant qu'aîné, il vaut mieux quand même que j'aime le petit, puisque finalement, implicitement, c'est ce que mes parents me demandent. Et puis, que donc, si jamais j'ai des sentiments un petit peu hostiles ou un petit peu contradictoires à l'intérieur de moi, c'est pas forcément ce que je vais exprimer. C'est-à-dire que je vais peut-être un petit peu enfouir mes émotions ou mes mauvais sentiments, entre guillemets, je les mets vraiment entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment la place pour les exprimer. En tout cas, je sens bien que ce n'est pas ce qu'on attend de moi. Voilà. Et pourtant, nous tous, les parents, on souhaite avoir une famille harmonieuse. Et on souhaite que nos enfants s'aiment. Parce que nous les aimons. Et pour autant, ce n'est pas toujours gagné. Et on va voir ce soir que demander à nos enfants de s'aimer coûte que coûte, c'est peut-être pas forcément la solution. Et que parfois, il vaut mieux écouter des sentiments un petit peu différents de ce qu'on aurait attendu pour justement permettre une meilleure entente entre les enfants. Voilà, donc nous allons creuser un petit peu le sujet.
Alors, dans la fratrie, donc on a ce titre centré autour de la place. Quand on pense à chacun doit trouver sa place, forcément, c'est une place plutôt d'ordre moral, d'ordre psychique. Mais il y a avant tout la place qui est la place réelle, la place physique, ce que j'ai appelé la place naturelle. Donc d'abord, alors les garçons et les filles, dans une fratrie, il y a les deux. Et je vous invite à observer en tant que parent, est-ce que quand vous avez su que vous alliez avoir une fille ou quand vous avez su que vous alliez avoir un garçon, est-ce qu'il y a des pensées qui vous sont venues avec ça? Est-ce que par exemple vous aviez des attentes par rapport à une fille ou des attentes par rapport à un garçon? Il y a des choses extrêmement courantes qu'on se dit, et j'entends souvent des parents qui me disent « Ah, c'est chouette, une fille, elle va être sage » ou « Ah, zut, un garçon, il va être turbulent ». Donc finalement, on a plein de schémas comme ça dans la tête. Et parfois, on les colle un petit peu sur nos enfants de manière inconsciente. Donc juste, je vous invite déjà à observer chez vous, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, j'ai une fille, tiens, j'ai un garçon, est-ce qu'il y avait des prérequis quelque part pour vos enfants quand vous les attendiez? C'est-à-dire que quand je parle de ça, c'est juste pour se demander si, est-ce que je n'ai pas des attentes finalement vis-à-vis de mon enfant qui sont implicites par rapport au fait que c'est soit un garçon, soit une fille. Donc ça, c'est une des premières questions à se poser. La deuxième place, c'est le rôle dans la fratrie. Donc on a parlé de l'aîné. Finalement, alors est-ce qu'il y a une place vraiment mieux qu'une autre? Quand on est l'aîné dans une fratrie, on a quand même la chance d'avoir eu un moment séparant que pour soi. Et par contre, ça devient compliqué. Ça peut devenir compliqué quand il y en a un deuxième, voire un troisième, voire un quatrième qui arrive. Et alors le problème souvent qu'on rencontre avec les aînés, c'est qu'ils ont un sentiment de responsabilité qui est plus important que les autres. C'est-à-dire qu'en tant qu'aîné, je me sens un peu responsable de mes frères et sœurs, même si ça n'a pas été formulé clairement. Donc encore une fois, moi en tant que parent, je vous invite à observer, tiens, est-ce que mon aîné, je m'attends à ce qu'il soit responsable de ses frères et sœurs plus, ou est-ce que je me dis, tiens, je vais lui demander de servir d'exemple, ou est-ce que j'attends de lui qu'il soit sage? Voilà, est-ce que vous posez ces questions-là en tant que parent? Et si oui, peut-être qu'il va falloir déconstruire 2-3 trucs. Parce que finalement, l'aîné, d'abord, il n'a pas choisi d'être aîné. Et puis, ce n'est pas lui qui est responsable de ses frères et sœurs. C'est toujours nous, en tant que parents, qui sommes responsables de tous nos enfants. Donc, c'est important par rapport à cette question de... J'attendais qu'il lui montre les enfants. Voilà. Donc ça réagit dans le chat. Alors normalement, sachez que l'intervenante ne regarde pas le chat, elle regarde l'écran. Sauf que là, du coup, comme elle est sur mon ordinateur, elle voit tout le chat. Donc du coup, ça la fait réagir aussi. Voilà. C'est exactement ce dont je parlais. On s'attend du grand à ce qu'il montre l'exemple et à ce qu'il soit plus sage. Or, et c'est très 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 important, ce n'est pas le rôle de l'aîné d'être plus sage. Ce n'est pas le rôle de l'aîné de montrer l'exemple parce que c'est à nous de le faire. C'est à nous de montrer l'exemple pour nos enfants et nous restons responsables de nos enfants. Donc, c'est important de ne pas nommer les enfants responsables entre eux. Alors, après, je sais qu'il y a des familles où on le fait et j'ai rien contre finalement. Simplement, du coup, ça va donner vraiment une couleur particulière à chacun des enfants et il se peut que ça amène aussi parfois certains problèmes supplémentaires. Alors pour nous, c'est une solution qui des fois est quand même assez sympa parce que du coup, on a moins de boulot avec tous les enfants, mais ça risque aussi de se traduire plus tard par cette notion de rang qui finalement va rester toute la vie. Or, votre deuxième enfant ou votre troisième, quand il aura 30 ans, il n'aura pas envie d'avoir un frère ou une sœur au-dessus qui lui dise ce qu'il a à faire, parce qu'il y a un moment, on a besoin de devenir autonome. Voilà, donc juste faire attention à ça. Quand on est deuxième, on n'a pas le bonheur d'avoir eu ses parents pour soi. Donc, c'est peut-être une frustration qui peut rester toute la vie. Quand on est troisième, on est parfois le petit un petit peu couvé, ça dépend. Bref,
il n'y a pas une place qui est mieux que l'autre dans la fratrie. Elles ont toutes des avantages et finalement, elles ont toutes des inconvénients. Et puis, troisième chose aussi par rapport à la place, ben, c'est le caractère. C'est-à-dire qu'on a vite fait de coller un caractère sur nos enfants en se disant ah, ben, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Ou alors, ah, ben, lui, c'est un excellent musicien. Et oui, alors c'est bien. Mais en même temps, si on lui met la place du musicien, ben, ça veut dire que finalement, les autres, ils ne vont pas pouvoir l'avoir, cette place-là. Ou alors, on est tous une famille de musiciens et à ce moment-là, chacun peut occuper la place. Mais finalement, en ayant comme ça ce truc de caractère ou même parfois de compétence, ben, la place est prise. Voilà. Donc, si moi, je voulais celle-là, ben, ça va être un peu plus compliqué. Est-ce que tu souhaites peut-être répondre à une question, peut-être sur la question de Clotilde par rapport à ses jumelles? Tu peux me la lire? Alors, du coup, normalement, on peut faire directement ça. Bonsoir, j'ai des jumelles de 2 ans et demi et une aînée de 5 ans. Comment l'aider à trouver sa place dans ce trio particulier? Nous n'arrivons pas encore à casser le binôme que forment nos jumelles et nous sentons le poids du 2+1 qui s'installe. Oui, et je pense que vous ne le casserez pas parce que les jumeaux, c'est vraiment un sujet très, très, très particulier. Et dans les fratries, effectivement, alors là, pour le coup, la place des jumeaux, c'est quelque chose de très spécial. Je ne connais pas une seule famille où il y a des jumeaux où effectivement cette dualité ne soit pas très intense. C'est normal qu'elle le soit et donc du coup ça va être plus à l'aîné de prendre sa propre place, mais voilà, les jumeaux, ça reste des jumeaux et ça peut rester une paire comme ça très soudée pendant très longtemps, même parfois adulte en fait, hein, il y a encore cette gémellité qui agit et c'est possible qu'elle agisse toute la vie. Donc, il va falloir vraiment que votre fille aînée, elle, effectivement, elle va se distinguer des jumeaux, mais ce 2+1, il existera quoi que vous fassiez. Voilà. Très bien. Désolée, Clotilde. On fera peut-être quelque chose avec... Sur les jumeaux, ce serait vraiment intéressant parce que ça soulève des questions extrêmement particulières, la gémellité. Mais je pense que vous venez sans doute par Jumeaux et Plus, de l'association Jumeaux et Plus, et je pense qu'ils doivent proposer ce genre de choses. Donc, Sophie pourra peut-être en parler plus si jamais l'association veut la faire venir. Voilà. Pour les autres questions, je pense que ça peut un petit peu attendre par rapport à l'avancée de la conférence. On va retourner. Alors, la fratrie, une dynamique émotionnelle. Autant, je suppose que vous avez remarqué, je pense que la question se pose aussi avec les jumeaux, en fait, quand on a un seul enfant, en général, je veux dire un seul, soit parce qu'on n'en a qu'un, soit parce que là, tout de suite, nous sommes avec un seul de nos enfants, en fait, souvent, ça va super bien. Et puis alors, dès qu'on en met plusieurs ensemble, c'est ce que j'appelle de la dynamite émotionnelle, c'est-à-dire que ça peut partir dans tous les sens. Et ça peut beaucoup se disputer. C'est un petit peu notre thème aussi ce soir, puisque du coup, ce sont dans les disputes que chacun à la fois va chercher sa place et parfois ne pas la trouver. Alors, les disputes, pourquoi on n'aime pas ça, nous? On n'aime pas ça en tant que parents, parce que souvent, le niveau sonore est un peu trop haut pour nous, voire intolérable, surtout après une journée de travail. Parfois, les disputes, elles nous renvoient aussi une image de mauvais parents, c'est-à-dire qu'on se dit, non, là, si mes enfants ils disputent autant, c'est vraiment que j'ai loupé quelque chose. Ou ça peut nous renvoyer à nos propres disputes qu'on a vécues en étant enfant et on ne les a pas toujours bien vécues. Les disputes peuvent aussi amener ce que j'ai appelé des potentiels dommages collatéraux, c'est-à-dire que quand il y a de la violence entre les enfants, il peut y avoir aussi des objets qui cassent. Et donc, finalement, les disputes, nous, en tant que parents, on voudrait les supprimer. Bien souvent, on voudrait qu'il n'y en ait pas. Et on se dit que ce serait beaucoup plus simple. Et on se dit, mais il doit bien y avoir un moyen pour qu'il n'y en ait pas. Alors, je ne sais pas. Il semblerait quand même qu'il y en ait dans toutes les familles. Et moi, ce que je vais vous proposer justement par rapport à cette notion de dispute, c'est non pas de vouloir les supprimer, mais plutôt de vouloir avancer avec, c'est-à-dire les dépasser. Et puis alors,
dans la fratrie aussi, ce qui va jouer, et c'est souvent le motif des disputes, ça va être la jalousie. Alors, la jalousie, on trouve que c'est quand même un sentiment assez pénible. Et dans notre culture, et je pense que dans d'autres cultures aussi, la jalousie est un sentiment qui a très très mauvaise presse. En fait, quand on dit de quelqu'un qu'il est jaloux, en général, on ne considère pas ça comme un compliment. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, ça fait partie des 7 péchés capitaux chez nous. Donc, c'est quand même pas rien. Oui, on dit que la jalousie est un vilain défaut. Voilà. Donc, la jalousie, c'est surtout le truc qu'il ne faut pas ressentir. Et si on le ressent, si par exemple, vous, en tant que personne, vous vous sentez jalouse, souvent il y a un sentiment de honte qui s'accompagne avec la jalousie parce que c'est pas bien, il ne faudrait pas ressentir ça. Donc la jalousie, c'est comme les disputes, souvent en tant que parent, on voudrait les supprimer. Or, ça ne marche pas non plus comme ça. Donc, par rapport à justement ce sentiment de jalousie et par rapport à ces rivalités, ce que je vous propose, c'est déjà de comprendre un petit peu ce qui se passe et puis de voir quand est-ce qu'on va intervenir et quand est-ce qu'on ne va pas intervenir. Je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'on passe à la question? On peut regarder, ça va dépendre si elle concerne. Normalement, je devance aussi les questions. Donc... Alors, oui. Alors, cette question-là de la compétition et de... C'est la compétition des disputes. Tu veux voir? Je vais avancer dessus et puis après, vous me direz si ça répond un petit peu à vos questions ou pas. Ce que je vous propose. Il y avait encore sa place, mais bon. Après, ne vous inquiétez pas, de toute façon, les questions, on en reprendra s'il en manque, on en reprendra à la fin. Donc, il n'y a pas de souci. On continue d'avancer? Oui, et puis voilà, vous allez voir, je vais amener des éléments de réponse à vos questions et vous me direz à la fin si vous avez encore vos questions. Oui, j'ai vu une intervention de Caroline. Alors, n'hésitez pas surtout vos questions, il n'y a pas de souci, mais plutôt que dans le chat, plutôt dans l'onglet questions. Voilà. Donc, c'est Caroline qui dit « Bonsoir, notre grand de 5 ans se désintéresse de sa sœur qui a 8 mois et ce depuis la naissance. Nous lui donnons de l'attention et ne forçons pas les choses, mais nous voyons bien que cela n'évolue pas et qu'il est distant avec elle. Jaloux, point d'interrogation. Comment faire pour que s'installe une plus grande complicité ?» Ne faites rien, ce que vous faites déjà, c'est très très bien, c'est-à-dire ne pas le forcer. Vous posez la question de la jalousie. Il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être de la tristesse aussi. Et donc, c'est vrai que ce serait intéressant avec ce jeune garçon d'aller explorer un petit peu ce qui se passe pour lui. Et ça va être tout l'enjeu, ça va être d'accepter finalement ces sentiments, d'accepter ces émotions, même s'ils ne sont pas ce que vous attendiez. Voilà, c'est ce que je disais au départ, on s'attend à ce que nos enfants s'entendent, on s'attend à ce qu'ils aient de l'attention les uns vis-à-vis des autres. Or, ce n'est pas toujours le cas. Les enfants, parfois, ne s'aiment pas, en fait, n'ont pas forcément d'affinité. Donc, ne pas forcer les choses me paraît vraiment la chose la plus intéressante à faire. Avec aussi aller creuser un petit peu avec lui, soit avec des livres. Vous allez voir tout à l'heure, je vous ai mis une bibliographie qui peut vous aider. En tout cas, l'idée, ça va être de le faire parler, mais alors avec beaucoup de délicatesse, pour voir un petit peu c'est quoi ces émotions à l'intérieur de lui, c'est quoi ces sentiments, et qu'est-ce qu'il ressent vis-à-vis de sa petite sœur. Et l'idée, ça va être vraiment, et c'est ce que je vais développer tout au long de l'intervention ce soir, c'est d'accueillir ce qui se passe pour lui. Ah, ok, tu te sens comme ça. Ah, ok, finalement, tu te sens un petit peu délaissée depuis qu'elle est là. Ou, ah, en vrai, tu aurais vraiment préféré ne jamais avoir de petite sœur. Et finalement, c'est dur pour nous parce que on se dit, ouais, bah oui, mais tu comprends, c'est ta petite sœur, il faudrait que tu l'aimes. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça se joue. Donc là, l'idée, ça va être vraiment d'aller explorer avec lui comment il se sent. Si possible, de pouvoir lui faire mettre des mots dessus, surtout, sans le juger. Donc, ne pas le forcer, encore une fois, me paraît la meilleure chose. Et si il dit qu'il
il ne voulait pas de cette petite sœur. Du coup, Ouais. comment On va l'écouter. on l'écoute? On accueille On accueille son sentiment et ça veut dire aussi qu'il va avoir besoin, donc sa demande implicite, ça va être de passer du temps seul avec ses parents, sachant qu'effectivement, il ne retrouvera jamais ses parents pour lui tout seul comme il a pu avoir, donc ça, effectivement, il va falloir qu'il en fasse le deuil, mais par contre, de privilégier des moments tout seul avec lui pour qu'il sente qu'il existe encore pour ses parents, parce que c'est ça qui se passe, et c'est dans toutes les fratries, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on n'existe plus en tant qu'enfant quand il y a des enfants plus petits qui arrivent. Il y a des enfants qui se tapent la tête contre les murs, sauf qu'on n'accepte pas ça. On se dit, mais c'est pas bien, il ne faut pas faire ça, arrête. Mais en fait, c'est ce qu'il est en train d'exprimer, c'est l'intérieur de lui-même. Donc, nous avons à écouter ça. Ah, ok, tu te sens pas bien depuis qu'il y a ta petite sœur. Ah, ok, tu te sens triste. Ah, ok, tu aimerais avoir plus d'attention, voilà, avec nous, etc. Donc, écoutez son émotion. Alors, comme je vous disais, du coup, cette jalousie, justement, qu'on qualifie comme un sentiment assez pénible, finalement, c'est un sentiment extrêmement complexe. Alors, voilà, Caroline, là, est-ce que c'était de la jalousie ou de la tristesse? Je ne peux pas répondre à votre question vu que je ne connais pas vos enfants. Alors, les enfants sont jaloux de quoi? Alors, déjà, c'est quoi la jalousie? La jalousie, on l'a tous expérimenté en tant qu'adulte. Je le définirais comme envier quelque chose que j'ai la sensation de ne pas avoir ou d'avoir perdu. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant ce terme de sensation parce que la jalousie est un sentiment irrationnel. Alors là, en l'occurrence, on a quand même un enfant qui a perdu l'exclusivité de ses parents. Donc, ce n'est pas juste une sensation, il y a une réelle perte. Mais la jalousie peut être vraiment de l'ordre de la sensation et elle est la plupart du temps irrationnelle. Alors, on est jaloux de quoi? On peut être jaloux de la place, on peut être jaloux, je vous ai mis aussi de l'attention, donc de l'attention des parents. On peut être jaloux de l'amour, parce qu'on a l'impression que les parents aiment plus l'autre enfant qui vient d'arriver. Et c'est vrai que des fois, observer un petit peu, voilà, quand un second arrive, il n'y en a que pour lui. Tout le monde le regarde. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Et les voisins et la famille. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce qu'il a? Il ressemble à son papa, il ressemble à sa maman. Et le grand là derrière, plus personne n'y fait attention. Donc, bon, cette histoire de place, c'est effectivement pas qu'une sensation. Donc, à nous aussi de faire attention, même quand le petit ou la petite arrive, de maintenir notre attention pour le plus grand. On peut être aussi jaloux des qualités d'un autre des enfants, voir que lui, il a des qualités que moi, je n'ai pas pu développer, que par exemple, il dessine super bien et puis pas moi. On peut être jaloux de sa personnalité, du fait que, par exemple, je peux avoir, je sais pas moi, une petite sœur hyper charismatique. Et puis moi, je suis un garçon un peu plus grand, je suis un peu plus réservé. Et puis du coup, c'est toujours elle qui a c'est toujours elle à qui les gens parlent. Elle est à l'aise. Et puis moi, je ne le suis pas forcément. Ça peut être l'intelligence, ça peut être des compétences intellectuelles ou sociales ou manuelles. Ça peut être de la jalousie de possession. Alors ça, c'est quand même aussi extrêmement fréquent chez les adultes. Hein. Je ne sais pas, on peut être jaloux de la maison de votre beau-frère, de la voiture de votre voisin. Voilà, la jalousie de possession, ce n'est pas seulement entre les 18 mois 3 ans, même si c'est extrêmement courant à cette période-là. On peut être jaloux aussi des libertés, des droits du plus grand et de ses actions, de ses sorties, de ses activités que moi, je n'ai pas le droit de faire parce que je suis plus petit. Et puis, la jalousie, c'est aussi souvent, parfois la sensation d'avoir perdu son pouvoir personnel. C'est-à-dire que la sensation d'avoir perdu son pouvoir personnel, c'est qu'il y a des choses, en fait, qu'avant, je pouvais faire tranquillement. Et puis, là, tout à coup, j'ai plus autant de liberté d'action. Et finalement, ça me plaît pas du tout. Donc, on reparlera un petit peu là de cette perte du pouvoir personnel, parce qu'il faut savoir que quand j'ai cette sensation-là d'avoir perdu ma capacité à pouvoir développer ce que j'avais envie de développer,
La plupart du temps, ma réaction, ça va être de me venger sur un plus faible. Et donc, ça, c'est quand même important de le repérer parce que quand il y a une jalousie de cet ordre-là, au mieux, c'est le chien qui prend, bien que je ne trouve pas ça du tout bien que ce soit le chien qui prenne. Mais parfois, ça peut être les petits aussi qui prennent la violence des plus grands parce que les plus grands ont vraiment la sensation d'avoir perdu le pouvoir sur leur propre vie. Voilà, donc ça, c'est une chose à laquelle nous devons être attentifs. Est-ce qu'il y a des nouvelles questions? Il y a des questions. Alors, on avait déjà la question de la complicité. Est-ce que tu veux l'aborder maintenant ou pas? Alors, je répondrai la même chose que tout à l'heure. En fait, la complicité, c'est la cerise sur le gâteau. Ça n'arrive pas dans toutes les fratries. Donc, ce qu'il va falloir regarder, c'est observer justement s'il y a de la jalousie ou pas. Et là, dans les prochaines 10 minutes, je vais vous donner des outils qui ne vont pas vous permettre de renforcer la complicité. La complicité, en fait, vous ne pourrez pas y faire grand-chose. Par contre, ce que vous allez pouvoir diminuer, c'est la jalousie et la rivalité. Et en diminuant la jalousie et la rivalité, s'il y en a, peut-être que ça va créer de la complicité. Mais en fait, là, renforcer la complicité, c'est agir sur d'autres facteurs, en fait. C'est agir sur des sentiments. Ouais. Or, si vous n'aimez pas votre voisin, je ne peux pas vous demander d'aimer votre voisin. Vous allez pouvoir faire un effort pour lui dire bonjour et être relativement courtois, mais si vous ne l'aimez pas, vous ne l'aimez pas. Et je ne vais pas pouvoir vous dire, quand même, ce serait bien que tu aimes un peu plus ton voisin. Mais non, si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Donc, la complicité, ça fonctionne pareil. La complicité, c'est de l'ordre du désir, c'est de l'ordre du sentiment, c'est de l'ordre de l'amour. Donc, on ne peut pas renforcer la complicité. Par contre, on va pouvoir diminuer les raisons d'être jaloux. Parce que parfois, s'il n'y a pas de complicité, c'est qu'il y a de la jalousie. Mais parfois pas. Donc, parfois, simplement, c'est qu'ils n'ont pas d'affinité. Et s'ils n'ont pas d'affinité, ben, c'est comme ça. Vous n'y pouvez rien. Alors, le problème avec la jalousie, encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que la jalousie étant un sentiment qui a extrêmement mauvaise presse, d'abord, on n'ose pas l'avouer. Je ne sais pas si vous êtes facilement, vous avouez, ah ouais, moi je suis quelqu'un de super jalouse. Ben, non, en général, on ne l'avoue pas si facilement que ça. Parce que ça me renvoie une image pas belle de moi-même. Or, je n'ai pas du tout envie de renvoyer une image moche de moi-même. Et le pire, avec la jalousie dans la fratrie, c'est que, imaginez un petit garçon qui vit tranquille avec son papa et sa maman, et puis c'est un petit garçon épanoui, intelligent, équilibré, puis il aime bien tout le monde, et puis il va bien, et puis il a l'impression que bah, c'est beau la vie, et puis il vit plein de belles choses, et puis tout à coup, il y a un petit frère qui arrive, et puis là, eh ben, il est très jaloux parce que le petit frère attire beaucoup d'attention. Et donc, ce petit garçon pour qui tout allait bien, tout à coup, il va avoir ce sentiment de jalousie et il voit bien autour de lui qu'en fait, c'est pas du tout OK s'il est jaloux. C'est un sentiment qui ne devrait pas sortir. Donc, ça veut dire que moi qui allais très bien avant que le petit moucheron arrive là, ben, à cause du petit moucheron, tout à coup, j'ai quelque chose qui me dépasse, que je ressens comme étant extrêmement négatif parce que tout le monde me renvoie quelque chose de négatif là-dessus autour de moi. On me dit, ah non, il ne faut pas être jaloux. Et du coup, ben, moi qui allais très bien, ben, tout à coup, j'ai une super image très moche de moi-même. Donc en fait, j'étais bien, et puis tout à coup, je ne suis plus bien, mais je ne suis même plus bien par rapport à moi. Et c'est là où c'est super difficile. Et c'est là où, du coup, on va avoir des enfants qui se renferment sur eux ou qui deviennent agressifs, ou qui vont au contraire déployer beaucoup d'énergie pour montrer qu'ils l'aiment et qui vont s'occuper beaucoup de la petite sœur ou du petit frère pour montrer que non, ça va parce que sinon je vais perdre l'amour de mon parent. Donc la jalousie, c'est en ça que c'est super complexe. Et c'est pour ça que moi je vous invite à ne pas avoir peur de la jalousie. Si vous sentez en fait finalement un de vos enfants qui est jaloux, mais c'est qu'il a envie de quelque chose et qu'il a l'impression de ne pas l'avoir. Donc, ben, on va aller voir avec lui, ah ok, tu as envie de quelque chose et tu as l'impression de ne pas l'avoir, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu puisses retrouver cette chose-là au moins de temps en temps.
Et du coup, le problème de la jalousie, c'est qu'elle va pouvoir générer une confusion entre le besoin et le moyen. C'est-à-dire que je me sens jaloux, je ne sais pas moi, de l'attention que portent mes parents sur mon petit frère ou ma petite sœur. Mais en fait, ce que je vais demander, c'est la dernière console pour jouer du jeu vidéo. Ou c'est de manger. Je suis sûre que tous les adultes, vous connaissez les problèmes de compensation avec la nourriture. J'ai envie d'un truc et en même temps, eh ben, c'est par la nourriture que je vais aller combler mon besoin. Mais ce n'était pas du tout celui-là. Et chez les enfants, comme ils ne sont pas encore, d'ailleurs comme plein d'adultes, mais les enfants ne sont pas encore clairs avec leurs sentiments. La plupart du temps, on leur a appris à mettre des mots sur les sentiments, on leur a pas appris encore à mettre des mots sur les émotions. Et donc, ils ressentent juste quelque chose de désagréable, mais ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, ils vont chercher à compenser cette chose désagréable par quelque chose d'agréable, sans savoir qu'en fait, ça vient de là. Donc, c'est là où nous, les parents, nous pouvons devenir des sortes d'explorateurs ou d'enquêteurs, je dirais plutôt un enquêteur émotionnel pour aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon enfant, de mon plus grand ou de mon plus petit, parce que des fois c'est les plus petits, aussi qui sont jeunes des grands, c'est pas toujours dans le même sens. Une sorte voilà, d'enquêteur émotionnel. Et puis, vous savez, l'enquêteur, eh bien, il regarde ce qui se passe, mais il ne juge pas. Il ne dit pas, ah ben là c'est bien ou là c'est pas bien. Non, l'enquêteur, il va dire, ah ben tiens, là il se passe ça et là il se passe aussi autre chose. Donc, voilà, moi je vous invite, surtout voilà, quand vous voyez qu'il y a des disputes régulières ou ce manque de proximité, faites votre petite enquête. Allez voir qu'est-ce qui se passe pour les uns et les autres et s'il vous plaît, ne jugez pas ce que vous voyez. Parce que si vous jugez, ben forcément, les enfants vont compenser, soit par de l'agressivité, soit en ravalant leurs émotions ou leurs sentiments, parce que c'est pas bien de se sentir comme ça. Je le vois bien dans le regard de maman, je le vois bien dans le regard de papa. Il y a des questions? Non, c'était le chat. Une nouvelle question, oui, aussi. On va regarder. Donc, c'est Chloé. Ça peut être intéressant là. J'ai du mal à identifier la nature des émotions chez mon aîné, à distinguer colère, tristesse et jalousie. J'identifie, enfin, je crois, quand ça ne va pas, mais je peine à enquêter 6 et 2 ans. C'est pas facile, alors surtout à 2 ans, hein, c'est carrément difficile. Il y a des petites choses qui peuvent vous aider. Alors, par exemple, des livres. Alors, je ne crois pas l'avoir mis là dans la biblio. Il y a un livre qui s'appelle Les émotions de Gaston. Gaston la licorne. Voilà, je l'ai celui-ci. Donc Gaston la licorne, c'est vraiment intéressant parce que ça va permettre d'identifier les émotions. Donc il y a Gaston qui est bien. Il y a La couleur des émotions aussi qui est bien. Aussi des émotions, c'est la même chose. Alors il y a Grosse colère. C'est celui-là que je pensais il y avait un jeu aussi sur les. C'est La couleur des émotions. C'est ça, je pense. D'accord. Donc la couleur des émotions. Après, alors il y a Gaston. Gaston est très très bien. Voilà, Gaston est très très bien. Vraiment, Gaston c'est l'unanimité, Gaston la licorne. Un autre aussi qui s'appelle Quand je me sens. Alors celui-là, quand je me sens, c'est quand je me sens seule, quand je me sens triste, d'une auteure qui s'appelle Tress Mulroney. Là, c'est un bouquin par émotion. Agnès va enquêter pour essayer. Voilà, elle est en train de chercher. Donc, du coup, on l'a. Est-ce qu'elle a. Alors, La couleur des émotions, Gaston la licorne. Gaston la licorne. Et. Ah oui, la licorne, tu l'as mis. Et c'est Quand je me sens. Quand je me sens. Je pense. De Tress Mulroney. Mulroney. Alors ceux-là, ils sont beaucoup plus difficiles à trouver, mais ce que je trouve très intéressant avec ces petits bouquins-là, c'est que ça décrit avec des choses très imagées comment ça se passe à l'intérieur de nous quand on sent une émotion. Par exemple, quand je suis en colère, c'est comme s'il y avait un volcan à l'intérieur de moi prêt à éclater. Et voilà, et ça, c'est vraiment descriptif. Et du coup, ça nous permet, avec les enfants, d'aller creuser un petit peu, savoir, tiens, ok, tu te sens comme ça, ou comme ça, là, c'est ça. Et donc, de pouvoir identifier. Sachez quand même que la plupart des adultes ne sont pas capables d'identifier leurs émotions, hein, parce que ce n'est pas un travail que nous avons fait.
Et quand nous étions plus jeunes, donc c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui prend du temps. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est toute la série, là, il y a quand je me sens seule, quand je me sens triste, quand je me sens en colère, quand je me sens jaloux. Et pour moi, c'était des pépites. Ouais, et puis c'est illustré, donc pour les enfants, ça leur parle. Voilà. Et en plus, sur certaines éditions, sur la couverture, quand vous touchez, eh bien, c'est tout doux parce que le petit lapin, il a des tout petits poils. Et donc, c'est très agréable. Et on a Chloé qui nous dit, nous appuyons beaucoup sur le grand imagier Montessori des émotions. Oui, super référence aussi. Voilà, donc tous ces livres-là sur les émotions, ils vont pouvoir nous aider à aider justement les enfants à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Je vous ai mis, après Agnès vous mettra tout à l'heure une vidéo vraiment spéciale sur la jalousie et sur les sentiments vis-à-vis des autres, mais avant d'identifier les sentiments que je peux avoir vis-à-vis des autres, il faut déjà que j'apprenne à identifier mes propres émotions, puisque alors les émotions et les sentiments, c'est pas la même chose. Et du coup, de ressentir déjà un petit peu ce que je ressens, moi, à l'intérieur de moi, puis dans l'interaction avec l'autre. Donc, tout un travail sur lequel on peut effectivement accompagner nos enfants. Alors, donc, la jalousie, un sentiment à reconnaître, à écouter et à légitimer. Alors, écouter, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que votre enfant est jaloux que vous allez lui autoriser à tout casser, que les choses soient bien claires. Mais juste, ok, c'est ça que tu ressens. Alors, après, avec la jalousie, c'est un petit peu particulier parce que si on dit à notre enfant, ah, je vois que tu es jaloux, en vrai, c'est pas sûr qu'ils vous disent, oui, je suis jaloux, maman, et j'assume parfaitement. Non, en vrai, quand on va reconnaître une émotion, le mot de jalousie, c'est bien de le mettre plutôt de côté. Ah, super, alors... on a Julia qui nous met... Bonsoir Julia. Le livre des émotions. Ok, super, merci pour les références. Et donc, les émotions et les sentiments, et en particulier la jalousie, sont vraiment des sentiments à légitimer. C'est-à-dire que nous avons à accorder l'autorisation sans condition pour nos enfants de ressentir ce qu'ils ressentent. Ça, c'est la base de tout. Et c'est ce qui va nous permettre de travailler sur la relation entre les frères et sœurs, de commencer justement par accepter qu'ils se sentent comme ça et qu'en fait, c'est OK comme ça. Ça, c'est la base de tout. Et je le dis tout le temps, à tous mes ateliers, à toutes mes conférences, parce que c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Donc, nous avons, en plus de toute cette bibliographie très riche que nous avons déjà mis dans le chat, je vous ai mis ici quelques références. Alors, Frères et sœurs, meilleurs ennemis pour la vie, les conflits au sein de la fratrie. Alors, ce livre-là, c'est un livre un petit peu spécial, dans le sens où je ne vous cacherai pas que je pense qu'il a une couleur un petit peu religieuse. Et que parfois, voilà, il va un petit peu dans les bons sentiments. Bref, mais il est quand même très intéressant. Et il y a une note à la fin de ce livre qui s'adresse aux parents et aux éducateurs qui est aussi vraiment très enrichissante. Voilà, donc à la fois ce livre-là, il y a certaines choses sur lesquelles j'ai vraiment envie de le conseiller parce que je le trouve bien, et il y a des choses aussi sur lesquelles je suis un petit peu plus retenue. Néanmoins, ça reste quand même un livre intéressant. Alors, ensuite, je vous ai mis le livre de Dolto, donc c'est pas Françoise, c'est la fille, Catherine, Jaloux pas jaloux, qui est très bien, hein, que je recommande. Je vous ai mis aussi ce petit livre, La dispute, qui n'est pas très connu. C'est une dispute entre deux petits animaux là pour un petit objet brillant, et c'est marrant parce que justement à cause de ce petit objet brillant, ils se rendent compte que leur relation change, et voilà. Et donc ça, je trouve ça vraiment intéressant d'amener ce regard-là aux enfants. Et puis enfin, je vous ai mis Bastien et les Bipoux, qui je pense est un de mes livres préférés au monde, d'Adèle Faber et Hélène Mazlich, donc les auteurs de Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Bastien et les Bipoux, c'est pour les enfants peut-être un peu plus grands, alors plus grands que la dispute.
voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a plein de problèmes dans sa vie. Et un soir, sur un petit rayon de lune qui passe par sa fenêtre, il va y avoir deux personnages très étranges qui arrivent, qui sont des époux, et qui vont lui donner des conseils pour mieux gérer sa vie. Alors, il y en a un qui lui dit plutôt des conseils genre « Ouais, vas-y, t'as plus dessus, de toute façon, t'es plus fort, t'es plus de toi. » Voilà, donc lui, au départ, il écoute celui-là. Et puis, ça ne se passe pas toujours très bien. Et puis, l'autre qui est sur son épaule gauche, à chaque fois, lui dit « Dis-lui comment tu te sens et dis-lui de quoi tu as besoin. » On est ici sur les bases de la communication non violente. Et finalement, Bastien, après avoir essayé l'époux numéro 1, essaye le numéro 2 et se rend compte que non seulement ça résout ses problèmes, mais qu'en plus, ça modifie aussi sa relation avec les autres. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Et on peut le lire. Alors, quand les enfants ne sont pas en âge de lire, on peut leur lire, petit morceau par petit morceau. Et c'est un outil extrêmement pertinent. À partir de quel âge tu le conseilles, celui-ci? Alors, j'ai des mamans en atelier qui l'ont lu à leurs enfants à partir de 5 ans en leur lisant en fait un petit morceau chaque jour. Puis après, quand les enfants lisent, ils peuvent le lire tout seuls. 4-5 ans, on peut commencer à leur lire. Mais ils ne vont pas en saisir toutes les dimensions. Après, vers 6-7 ans, ils commencent à bien comprendre de quoi il s'agit. Hop, je passe celui-là. Alors, comment réagir justement pour aider chacun à trouver sa place et pour atténuer ces histoires de jalousie et de rivalité? Une chose qui me paraît extrêmement importante, voilà, tout à l'heure, vous parliez certaines de comment rétablir la complicité. En fait, rétablir la complicité ou améliorer la relation entre ces enfants, ça va passer par des choses dont on n'a pas idée. Par exemple, la notion d'égalité et d'équité. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que souvent, je ne dis pas que c'est tout le monde, hein, mais en tout cas, on a l'impression en tant que parents qu'il faut que nous fassions attention à donner à nos enfants la même chose. Et d'ailleurs, la plupart du temps, on leur dit « je vous aime pareil ». La plupart du temps, quand on fait un cadeau à l'un, on va faire un cadeau à l'autre. La plupart du temps, quand c'est Noël, on se dit « voilà, il faut absolument le même, donc deux cadeaux pour l'un que pour l'autre ». Quand on va acheter un pantalon à l'un, on va acheter un pantalon à l'autre. Sauf qu'un pantalon, ce n'est pas un cadeau. Tiens, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Et donc, on a cette croyance-là que pour que nos enfants ne soient pas jaloux, il faut leur donner la même chose. Eh bien, en fait, ce n'est pas vrai. Je vous le dis de but en blanc, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que finalement, si vous donnez la même chose à chacun, vous n'avez pas tenu compte des besoins individuels. C'est-à-dire que l'image ici, en fait, représente ça. C'est ce qu'on appelle l'égalité. Ici, vous avez donc 3 personnages, un papa avec ses 2 garçons qui vont regarder un match. Et puis, c'est égalité, ils ont tous les 3 un bloc pour mieux voir le match. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le papa, il voit super bien, le garçon moyen, il voit bien, et le petit, il voit rien du tout. Parce qu'en fait, on leur a donné la même chose exactement. Et l'égalité se différencie de l'équité. L'équité, c'est-à-dire donner à chacun selon son besoin. Ici, vous voyez bien que le papa, même sans son petit marchepied, là, et il y voit quand même très bien. Le garçon moyen avec un marchepied, ça va toujours bien. Par contre, le petit avec 2, c'est beaucoup mieux parce qu'au moins, il voit. Et de cette façon-là, on les a tous les 3 à la même hauteur. Dans la vie, en fait, avec les enfants, c'est pareil. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus pertinent et vous allez avoir beaucoup moins de disputes en fonctionnant sur le système d'équité que sur le système d'égalité. Alors, le problème, c'est qu'on n'est pas du tout habitué et que des fois, ça fait bizarre. Parce que l'équité, concrètement, ça donne quoi? Ça donne, par exemple, que, en termes de nourriture, on ne va pas leur donner la même chose. De toute façon, imaginez si vous avez un 9 ans et un 8 mois. C'est évident qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Mais ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est aussi une question de morphologie, de physique, enfin bref. Personne ne mange exactement la même quantité. Donc, en proposant, par exemple, aux enfants de se servir le plus tôt possible et d'apprendre à manger selon leur appétit et selon leurs besoins. Après, vous pouvez fixer des règles par rapport à ça. On finit ce qu'il y a dans son assiette. On se sert d'abord une petite part. Mais en fait, en leur permettant ça, vous allez leur permettre d'apprendre à jauger de manière autonome intérieurement de quoi ils ont besoin.
Et non pas te dire oh, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus que tout le monde. Il y a un truc qui me fait toujours rigoler, c'est aux anniversaires. Aux anniversaires, par exemple, vous mettez 3 assiettes avec des bonbons, et puis là, vous voyez la plupart des enfants qui se gênent dessus, comme si on allait tout leur prendre, et qui en fait, eh ben, ils en prennent. Mais en fait, c'est juste qu'ils ont peur de ne pas en avoir assez. Mais c'est même pas ça qu'ils vont manger. D'ailleurs, s'ils mangent tout ça, en fait, ils vont vraiment avoir mal au ventre. Donc, apprendre aux enfants à être attentifs. Et la nourriture est un super moyen pour le faire. De tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et de quoi j'ai besoin? Et je prends ce dont j'ai besoin. De cette façon-là, je ne vais pas envier quelqu'un qui a plus, parce que j'aurais bien compris qu'en fait, s'il a plus, c'est qu'il a plus faim. Ça, c'est une clé pour les relations dans la fratrie qui est énorme. Alors, le truc, c'est que des fois, ça nous fait peur, parce qu'on se dit, par exemple, pour les cadeaux, ah là là, si je fais un cadeau à l'un, il faut que je fasse un cadeau à l'autre. Si j'offre un pyjama, je dis j'offre, mais non, j'achète un pyjama à l'un, il faut que j'achète un pyjama à l'autre. Mais non, mais justement, les vêtements, ça fait partie des besoins, ça ne fait pas partie des envies. Si vous achetez un pyjama à l'un, c'est parce qu'il a besoin d'un pyjama. Si l'autre n'en a pas besoin, il n'a pas besoin que je lui en achète un. Alors, le truc après, c'est les cadeaux de Noël. Les cadeaux de Noël, on se dit, il faut faire la même quantité de cadeaux, sinon il faut être jaloux. Mais en fait, c'est en pensant ça, en pensant ils vont être jaloux que je les rends jaloux. Si simplement je posais la question à chacun de qu'est-ce que tu souhaites pour Noël? Et de ne pas regarder tout ce qui se passe autour, mais toi, à l'intérieur de ton cœur, si tu devais demander qu'un seul cadeau, lequel ce serait? Et ça nous pose problème parce que nous, on a vraiment ce regard de vouloir donner la même chose à chacun. Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en vrai de vrai. Quand mes enfants étaient très jeunes, un coup pour Noël, mon fils, il voulait une espèce de grue en bois, je crois. Et, bon, je ne sais plus si c'était une grue ou un garage. Enfin, c'était un truc en vrai, ça coûtait vraiment cher. Enfin, ouais, pour moi, en tout cas, pour un budget de Noël, ça coûtait vraiment cher. Donc, on se posait des questions avec son papa, bon, est-ce qu'on lui achète ça? Parce que moi, tu comprends, si on doit mettre le même budget pour les deux, ça va être compliqué. Puis notre fille, cette année-là, elle voulait un nounours. Et c'était l'âge où il croyait déjà plus au Père Noël. Il savait que c'était nous qui achetions les cadeaux. Et on va un coup dans un vide-grenier. Et ma fille tombe amoureuse d'un nounours. Mais alors, et elle dit, c'est vraiment celui-là que je voudrais pour Noël. Sauf qu'il coûtait 1 € le nounours. Et là, on s'est regardé avec son père. On s'est dit, c'est pas possible. On peut pas lui acheter un cadeau de Noël à 1 € sur un vide-grenier. Et elle n'en démordait pas. Et donc, cette année-là, on a acheté un jouet en bois à mon fils qui valait plus de 100 €. Et un nounours à ma fille qui coûtait 1 €. Et bien, je vous dis, en fait, il faut respirer là, il faut se décontracter. Hein, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a vraiment une voix qui nous dit, non, mais tu te rends compte à quel point tu es injuste d'avoir fait ça à tes enfants? Ben oui, mais il y a une autre voix aussi qui me disait, en fait, tu as répondu exactement à leurs besoins, à leurs souhaits. Et eux, en fait, ils s'en foutent de l'argent. De toute façon, à 6 ans, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas combien ça t'a coûté. Par contre, ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils avaient eu ce qu'ils souhaitaient. Et ils étaient super contents tous les deux. Ils ont joué avec le nounours et la grue ensemble. Voilà, ils ont joué avec les deux. Et c'est vrai que voilà, c'était extrêmement frappant parce que la différence était grande. Et je crois que nous n'osons pas faire ça. Nous n'osons pas nous dire, oui, chacun des enfants a des envies et des besoins différents. Comme on est tout le temps à se dire, il faut donner la même chose à chacun, et bien finalement, les enfants, ils font quoi? Ils font la course aux enchères, c'est-à-dire qu'ils veulent toujours plus. Et là, c'est vous qui vous faites piéger parce que du coup, ils veulent 15 cadeaux chacun. Et c'est toujours l'escalade, en fait, pour moi, j'en veux plus, moi, j'en veux plus, moi, j'en veux plus. Parce qu'il y a ce sentiment, finalement, que quand tout le monde a la même chose, que si l'autre, il en a autant, en fait, ça veut dire que j'en ai pas encore assez. Donc, c'est vraiment ce truc-là, d'aider nos enfants à aller contacter leurs désirs propres ou leurs besoins en termes de nourriture, plutôt que de vouloir tout le temps donner la même chose à chacun. C'est assez flagrant avec l'argent. Si vous avez 3 enfants, un qui a 18, l'autre qui a 7 et l'autre qui a 18 mois, vous leur donnez la même somme à chacun? C'est
quand même bizarre. Parce que le 18, peut-être qu'il est sorti de la maison, il a peut-être besoin d'un petit coup de main pour payer son appartement, alors que franchement, votre petite dernière qui a 18 mois, là, c'est bon, en fait, vous parlez encore à tous ses besoins. Donc, voilà, les enfants n'ont pas besoin de la même chose simultanément. Et quand on fait ça le plus tôt possible, les enfants comprennent assez vite qu'on sera là pour répondre à leurs besoins, voire à leurs désirs quand il s'agit des cadeaux. Et du coup, en fait, ils sont tranquillisés avec ça. Et donc, ils ne vont pas aller chercher à avoir toujours plus, parce que finalement, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Donc, moins de sentiments de jalousie, du coup. C'est ça. Et moins de rivalité, moins d'envie, finalement, de ce que l'autre a, puisque moi-même, j'ai ce qui me convient. Je vous aussi. On a un petit message dans le... On a plusieurs questions. Il y en a plein, aussi, oui. Mais, non, c'est Elodie, du coup, qui disait la tragédie, c'est aussi du partage au grand sens du terme. Papa et maman aiment autant. Et oui, partager papa et maman, c'est pas évident non plus. Non. Et je pense que à chaque fois qu'on dit à nos enfants autant, finalement, ils entendent moins. Et par exemple, en termes d'amour, ce que je trouve intéressant, c'est pas de parler de quantité, mais de parler de qualité. Par exemple, de dire à nos enfants, eh ben moi, ce que j'aime en particulier chez toi, c'est par exemple que avec toi, alors ça marche quand les enfants sont un peu plus grands, je peux discuter de ça et ça. Et il n'y a qu'avec toi que je peux faire ça. Ou avec toi, on peut... moi, j'ai fait des heures de circuit de billes et j'adore les circuits de billes. Et il n'y a qu'avec mon fils que je pouvais faire des heures de circuit de billes. Et je lui disais, mais en fait, ce que j'adore avec toi, c'est qu'on peut faire des heures de circuit de billes. Et c'est de pouvoir nommer à chacun de nos enfants ce que nous aimons en particulier, partager avec eux, ou une qualité que nous apprécions. Bon, après, les qualités, c'est un tout petit peu dangereux. Mais de ce qu'on aime, qui est vraiment particulier à lui et que personne d'autre n'est comme ça ou n'a cette relation-là avec nous. Donc moi, je vous invite plutôt que de dire autant, ou même que ce soit papa ou maman autant, non, c'est papa, il t'aime de cette façon-là et maman, il t'aime d'une autre façon. Et de décrire cette façon-là, d'aller vraiment dans la spécificité. De cette façon-là, l'enfant se sent absolument unique. Et en fait, c'est bien ça le drame dans la fratrie, c'est que chacun des enfants voudrait se sentir unique. Chacun des enfants voudrait se sentir exceptionnel. Il voudrait se sentir... oui, c'est ça, unique et exceptionnel. Et en fait, ils le sont. Et donc, c'est à nous de leur montrer à quel point chaque individu est unique et exceptionnel à nos yeux. Et je pense que là, on diminue vraiment, vraiment beaucoup les jalousies et les rivalités. Je trouve que du coup, la question d'Élodie dans l'onglet questions pourrait être intéressante à ce moment-là. Bonsoir, merci pour toutes ces informations. Mais comment faire quand l'aîné, 6 ans, se mute dans son silence quand la petite de 2 ans fait tout pour attirer l'attention? Eh oui. Ce grand-là, ça veut dire qu'il a besoin de temps pour lui. De temps où l'attention va être sur lui. Donc, même si c'est difficile en termes de temps, on parlait tout à l'heure avant de démarrer le fait que nous sommes dans des vies où nous avons peu de temps et nous sommes souvent pressés, nous avons parfois peu de temps à consacrer à nos enfants. Les enfants ont besoin qu'on leur consacre du temps chacun, individuellement, sans les autres. Alors, je sais que des fois c'est compliqué, mais ils ont tous en fait ce besoin-là, même quand c'est 2 minutes, offrir quelques minutes de qualité à chacun de nos enfants, aussi souvent qu'on peut, de manière à ce qu'ils se sentent au centre de l'attention pour un moment. Voilà. Et oui, il y a un petit 2 ans qui va attirer l'attention. Alors, ce que je voudrais vous expliquer avec ça, en fait, ces histoires de disputes et de rivalité, c'est que ce n'est pas sur le moment que ça se règle, même si tout à l'heure, je vais vous parler de comment régler des disputes, parce que quand même, ça fait partie du thème, mais c'est davantage le terrain qu'on va travailler pour que ce genre de choses-là arrive moins. Mais la question, en fait, des jalousies et des rivalités entre frères et sœurs, ce n'est pas juste régler des disputes. Après, oui, on va voir comment régler une dispute, mais en fait, c'est offrir la possibilité à nos enfants le plus souvent possible de leur montrer à quel point on les aime parce qu'ils sont
unique, leur offrir du temps de qualité avec un seul des deux enfants et que les autres, ils sont en train de faire autre chose. Donc, c'est l'attention qu'on va leur porter, cet amour vraiment individuel, en fait, qui vont faire qu'ils vont sentir qu'ils ont leur place. Et ce n'est pas leur place au sein de la fratrie. En fait, la question, ce n'est pas la place au sein de la fratrie. C'est la place dans le cœur de mes parents. Et à partir du moment où la place dans le cœur de mes parents, elle est réglée, dans la fratrie, il n'y aura plus de soucis. Les disputes, ce ne sont que les conséquences, en fait, du sentiment que j'ai à l'intérieur de moi, que je voudrais qu'en fait, mes parents me montrent plus d'amour, plus d'attention et surtout qui me traitent tel que je suis en tant qu'individu et non pas comme un collectif. Moi, je vois ça des fois dans des familles où en fait, c'est les quatre. Mais oui, mais les quatre, en fait, ils auraient besoin d'être traités un. Et tant qu'on ne le fait pas, il va y avoir justement ces histoires de disputes et de rivalité. Donc, c'est pas toujours clair. Là, en fait, pour répondre à Elodie, c'est peut-être plutôt qu'elles sont chacune différentes et que du coup, en fait, il faut des temps individuels pour qu'elles nous disent vraiment qu'est-ce qu'elles ont comme besoin. Pas forcément, parce qu'elles ne vont pas forcément pouvoir l'exprimer, même à 6 ans, on ne sait pas forcément exactement de quoi on a besoin, mais vous pouvez vous dire que le premier besoin, en fait, c'est un besoin d'attention et c'est un besoin de sentir que je suis quelqu'un d'exceptionnel aux yeux de mes parents et sentir que je suis aimée exactement comme je suis. En fait, c'est ça. À partir du moment où un enfant ressent ça, il n'y a plus de soucis en fait, avec l'autre. Puisque j'ai été remplie, en fait, c'est le réservoir affectif. Isabelle Filosa, elle parle de ça, du réservoir affectif. Quand le réservoir affectif des enfants est rempli, il y a moins de rivalité en fait, entre les frères et sœurs. Ouais, on a parlé avec le lien d'attachement déjà, et je crois qu'on en avait reparlé au niveau des émotions. Oui, quand n'hésitez pas à aller revoir les chats aussi, on peut pas. C'est des sujets qui sont vraiment. Alors, donc, égalité, équité, ça fait vraiment partie des outils sur lesquels on va pouvoir travailler pour que le terrain soit meilleur et qu'il y ait moins de disputes et de rivalité. Les intelligences multiples aussi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça, c'est un outil qui peut nous servir. Je trouve ça très intéressant, les intelligences multiples. Donc, c'est d'après la théorie de Howard Gardner. C'est de comprendre que, alors, nous, surtout en France, là, on est un petit peu centré sur 3 types d'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence, ce qu'on appelle verbo-linguistique, donc le français bien parlé, l'intelligence logico-mathématique, voilà, les maths, et d'ailleurs, c'est un petit peu tout. En fait, on est même sur 2 intelligences. Or, il existe vraiment plusieurs types d'intelligence. Et je vous invite à aller voir ça, cette théorie de Howard Gardner, qui parle aussi de l'intelligence visuelle spatiale, c'est notre capacité à se représenter l'espace, corporelle kinesthésique. C'est notre capacité à se sentir bien dans son corps et à l'aise physiquement. L'intelligence musico-rythmique, c'est notre sens de la musique, mais aussi du rythme. L'intelligence interpersonnelle, c'est dans les relations sociales. L'intelligence intrapersonnelle, c'est la connaissance de soi. Et l'intelligence naturaliste écologiste. Pourquoi je parle de ça? Parce que finalement, nos enfants, pour se sentir justement les êtres exceptionnels qu'ils sont et pour qu'ils le sentent à nos yeux, on peut s'aider avec ces outils-là qui vont nous montrer que les enfants ont des capacités tous vraiment spécifiques. On peut avoir un enfant, ou plusieurs d'ailleurs, qui va être très doué en musique et en rythme, alors que l'autre va être doué dans, je ne sais pas moi, les relations sociales. Et en fait, le fait de mettre en avant aux yeux de nos enfants ces intelligences multiples, alors en plus, il existe tout un tas de petits tests pour savoir si on est plutôt ça. En général, on a au moins 3 intelligences qui sont prédominantes. Ça peut permettre aux enfants de se dire « Ah oui, je suis différent de mon frère ou ma sœur. Moi, je suis assez fort pour les relations interpersonnelles, alors que ma sœur est plutôt visuelle spatiale. » Et de cette façon-là, ça nous aide à travailler sur leur individualité. Alors après, il ne s'agit pas de se coller des étiquettes et de se dire qu'on est ça pour toute la vie, mais au moins, ça peut donner une couleur. Et cette couleur-là, du coup, sachant qu'en plus, à chaque fois, il y en a au moins 2-3 qui sont vraiment en avant par personne. Et du coup, la combinaison n'est pas la même d'un enfant à l'autre. Et donc, ça permet de porter un regard différent et de leur montrer aussi qu'ils ont une forme d'intelligence
différentes. Tu parlais, moi du coup j'ai une question. Oui. Tu parles des tests qui existent. Est-ce qu'il y a des tests qu'on peut faire pour les enfants du coup, qui sont à la hauteur? Alors oui, en fait, vous trouverez ça vraiment facilement sur Internet. C'est des petits QCM ou des petits... il y en a vraiment plein sur Internet. Donc, si vous tapez sur les intelligences multiples tests, vous allez trouver des tests. Alors, moi, je vous invite à regarder ça plutôt comme quelque chose de ludique. Voilà, encore une fois, c'est pas parce que vous avez une forme d'intelligence prédominante qu'il faudra en faire son métier ou que vous serez comme ça toute la vie. Ça peut bouger aussi dans la vie. Mais c'est vraiment un outil qui va permettre de montrer aux enfants que, d'abord, on n'est pas que intelligent quand on fait des maths ou quand on fait du français, qu'il y a d'autres formes d'intelligence, et surtout d'aller creuser dans leur spécificité. Oui, c'est ça, de faire avec leurs besoins, du coup, de voir un petit peu quels sont leurs besoins par rapport à ces intelligences. Alors, pas forcément leurs besoins, je dirais plutôt leurs compétences. Voilà. Et de voir qu'ils ont des compétences qui sont différentes de leurs frères et de leurs sœurs. La rivalité, du coup, n'est pas une fatalité. Et ça, c'est vraiment important. Alors, il arrive qu'à la naissance, je vous ai mis un enfant naît rarement avec un sentiment de rivalité. C'est le contexte qui fabrique les nourris. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il arrive qu'à la naissance, il y a des enfants qui ne supportent pas d'avoir un grand frère, un petit frère, une petite sœur qui arrive. Et donc, parfois, ça se fait à la naissance. Mais néanmoins, le contexte va aider d'aller dans un sens ou dans l'autre. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que je vous l'ai mis en bas, s'il ne se sent pas écouté dans ce qu'il est. C'est-à-dire que vraiment, et c'est la première chose, les enfants ont besoin de se sentir écoutés dans ce qu'ils sont, dans leur être en fait, pas forcément dans leur faire, mais dans leur être, et que ce qu'ils ressentent, leurs sentiments, leurs émotions, leurs pensées, voilà, c'est comme ça qu'ils sont. Et nous, parents, en acceptant ces choses-là, on va diminuer les rivalités. Les comparaisons. Ah oui, les comparaisons. Alors ça, c'est vraiment un truc qui tue les relations frères-sœurs. Et c'est tellement dur de faire autrement. Et oui, en fait, ça demande de se déprogrammer le cerveau, ce qui est extrêmement compliqué. Mais sachez qu'à chaque fois que vous comparez vos enfants, soit entre eux, soit avec des personnes à l'extérieur, soit même quand c'est des comparaisons positives, en fait, vous creusez c'est vraiment le terreau fertile pour la rivalité, puisque dès que je vais être comparée, alors soit ça va chuter mon estime de moi, je vais me dire je suis nulle à côté de lui, soit au contraire ça va me donner envie d'être plus haut. Et donc, en tout cas, la comparaison, ça ne me met jamais en amour avec l'autre. Jamais. Ça me met soit plus haut, soit plus bas. Donc, soit je vais le détester, soit je vais l'envier. Donc, la comparaison, c'est la meilleure chose à faire si vous voulez que vos enfants vous détestent. Et le truc, en plus, c'est qu'après, ça dure hyper longtemps. C'est-à-dire que des enfants comparés, même adultes, en fait, ils ont encore dans la tête la comparaison. Donc, c'est vraiment un truc de dingue. Si vous pouvez rayer ça de votre éducation. C'est vrai, je pense, réfléchissez-y, mais je suis sûre qu'on va retrouver des exemples quand nos parents comparés à telle ou telle personne. Et là, par exemple, là, on n'y est pas encore, mais ça va être Noël. Vous allez voir, quand vous allez à Noël en famille, hop, les comparaisons, elles reviennent. Et alors, il n'y a pas que les comparaisons qui reviennent. Il y a l'autre truc que je vous ai mis juste à côté, c'est les étiquettes. Les étiquettes, c'est ce qu'on appelle les traits de personnalité et tout ça. C'est par exemple un enfant il est turbulent, un enfant il est sage, un enfant il est intelligent, un enfant il est tout ça c'est une étiquette en fait qu'on colle sur l'enfant. Et nos enfants étant ils sont vraiment amour avec nous, et donc quand nous leur collons une étiquette, ils vont tout faire pour que ce soit exactement ça, c'est-à-dire pour répondre à notre demande, finalement, quand on dit à un enfant, il est vraiment turbulent, en fait, il va tout faire pour être exactement ce que vous dites de lui, mais par pur amour pour ce que vous lui proposez. Et donc, c'est vraiment ça, c'est terrible, parce que du coup, il va développer cette étiquette-là à fond. Et nous, le problème avec l'étiquette, c'est qu'en fait, quand on voit un enfant par ce biais-là, on ne voit pas tout le reste. Donc, on ne voit pas qu'à côté de ça, il est aussi très patient, qu'à côté de ça, il est parfois comme ça et pas comme ça. Et donc, coller une étiquette à un enfant, c'est pour nous, en tout cas, parents,
c'est réduire énormément le champ de possibilités qu'on va avoir avec cet enfant-là. Parce qu'encore une fois, on se prive nous-mêmes de pouvoir le voir différemment. Alors, décoller une étiquette, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qu'on aborde en atelier et en général, on l'aborde à la fin, puisque c'est pas facile. Si jamais vous avez envie de le faire, si jamais vous sentez que votre enfant il a une étiquette, et moi je peux vous dire que ça nuit dans les relations à la fratrie, ça c'est sûr. Si vous voulez la décoller, il va falloir que vous regardiez toutes les fois où l'enfant n'est pas comme ça et que vous informiez déjà votre cerveau que ah oui, t'as vu, il n'est pas toujours comme ça. Ah ben ça alors j'aurais pas dit. Parce que notre cerveau, une fois qu'il a collé une étiquette, il va aller chercher toutes les fois où l'enfant est comme ça. Et donc il va oublier de regarder toutes les fois où il est pas. Et c'est pour ça que l'étiquette en fait prend de l'ampleur très très vite. Et en plus après tout le monde s'y met, donc c'est la fin. Voilà, donc travailler sur les étiquettes, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour les relations dans la fratrie. Autre chose, donc la rivalité va naître aussi, ça j'en ai parlé tout à l'heure, si l'enfant a le sentiment que ses propres besoins sont niés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la nourriture, les vêtements, les cadeaux, mais aussi l'amour et le temps. Donc encore une fois, donner à l'enfant ce dont il a besoin plutôt que donner la même chose à tout le monde, ça va permettre de diminuer la rivalité. Et enfin, il y a aussi un truc qui n'aide pas dans les relations entre frères et sœurs. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de tout ça avant de parler de la résolution des disputes. C'est si l'enfant est soumis à un système de punition ou de récompense. Alors, il faut savoir que la punition et la récompense, en fait, c'est la même chose. C'est juste le positif et le négatif. C'est-à-dire que la punition, c'est infliger à l'enfant quelque chose qu'il n'aime pas parce qu'il a fait quelque chose que vous pensez qui n'est pas bien. Et la récompense, c'est lui donner quelque chose de bien parce que vous pensez qu'il a fait quelque chose de bien. Donc, c'est exactement la même chose, version sombre et version lumineuse. Or, les enfants, en fait, tiennent des comptes intérieurement, et ça, c'est terrible. C'est-à-dire que quand vous allez donner une récompense à un, ben, il va s'en souvenir et que lui, il ne l'a pas eu. Et pareil, s'il est puni, mais que l'autre n'a pas été puni, il va tenir ses petits comptes intérieurs. Et donc ça peut nourrir énormément de rancœur entre les enfants. Sortir du système de punition-récompense, ça ne veut pas dire qu'on laisse tout faire, ça demande un peu d'entraînement. Voilà, et cet entraînement-là, on ne va pas pouvoir le faire ce soir, mais il y a plein d'endroits où on peut faire ça. Voilà. Donc là, vous aurez plus d'infos en allant sur mon site internet. Ouais, je ne veux pas faire de la pub pour mon site internet. C'est vrai que la question de la punition et de la récompense, ça peut faire l'objet d'une... Alors, ça pourrait faire l'objet d'une rencontre, ça fait aussi l'objet d'ateliers, et c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, parce qu'il faut apprendre à remplacer ça par un système qui fonctionne et qui ne soit pas un système laxiste. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à creuser la question. En termes de référence, de bouquins, là j'y pense. Agnès, il y en a un qui s'appelle « Éduquer sans punir », qui est intéressant. Et il y en a un autre de... Ça ne me vient plus. Bon, si ça me revient, je vous le dirai tout à l'heure. Ah oui. Agnès cherche l'autre, en tout cas. Alors, oui, je vous ai mis aussi donc, ici des ressources par rapport à justement des lectures sur les disputes. Un que je trouve vraiment très très bien de Nicole Prieur qui s'appelle « Arrêtez de vous disputer ». Alors elle nous propose une façon très spéciale de regarder les disputes et de voir en quoi elles sont intéressantes parce qu'elle propose aux enfants un espace sécurisé pour apprendre à régler leurs conflits et à faire leurs tests justement de positionnement, de prise de pouvoir, etc. La fratrie, c'est l'espace sécurisé dans lequel certains enjeux de positionnement social vont pouvoir se jouer. Donc, c'est quand même très intéressant de ce point de vue-là. Et du coup, elle en parle comme ça c'est vraiment très intéressant. Si vous avez des très jeunes enfants, je vous recommande l'agressivité chez l'enfant de 0 à 5 ans, de Sylvie Boursier, qui est un livre dans lequel on comprend que finalement, ce que nous croyons être de l'agressivité chez les enfants de 0 à 5 ans, c'est tout autre chose. Et quand on comprend comment fonctionnent les tout petits enfants et qu'est-ce qu'il y a derrière comme besoin que nous croyons être de l'agressivité, c'est finalement très éclairant. Un de mes livres préférés, mais ça c'est des formations professionnelles, c'est Frères et sœurs sans rivalité, c'est de Faber et Mazich. Voilà, ça fait partie de mes préférés parce que c'est les livres
livres, moi, qui m'ont fait découvrir au départ, finalement, tous ces outils-là. Et puis, je vous ai mis aussi un livre de Stéphanie Couturier, qui a de très bons livres, Aider votre enfant à apaiser sa jalousie. Voilà, donc plein de ressources. Alors, la grande question, c'était la question des disputes. Hein. Elle était présente déjà dans le chat dès le départ. Alors, je vous ai mis ici, alors je ne sais pas si vous voyez, je vous ai mis ici un extrait donc, de Frères et sœurs sans rivalité. De Mesdames Faber et Maziche. Et je trouve que ce livre est vraiment très intéressant parce qu'à l'intérieur, vous allez y trouver plein de petites BD pour expliquer voilà, les situations dans le quotidien et voir qu'est-ce qui fait que ça dérape et qu'est-ce qui fait que comment on pourrait faire pour que ça dérape moins. Au niveau du temps, c'est vers 2h30. C'est bon? Non, c'était 22h normalement. On peut se prendre un petit quart d'heure qui nous manque du départ. Oui, parce que ce serait bien qu'on puisse finir. C'est moi qui ai dépassé le temps, désolée. On rattrape ce qu'on a loupé au début. Voilà, juste que je puisse vous parler des disputes, parce que je suppose que c'est. Non, puis on a des questions, donc ce serait important de vous finir les questions. Alors, certaines de nos interventions ne vont pas du tout aider à dénouer les conflits. Genre, donc vous avez ça dans Frères et sœurs sans rivalité, genre les papas qui disent non mais arrêtez maintenant tous les deux, qui a commencé, dites-moi la vérité, maintenant je veux savoir. Bon ben là les enfants ils vont dire quoi? C'est lui, ben non parce qu'en fait c'est jamais moi je suis quelqu'un de gentil et qui ne cherche jamais la bagarre, donc c'est toujours la faute de l'autre. Donc dès que je vais demander qui a commencé, ça ne va pas fonctionner. On a aussi un autre exemple qui ne fonctionne pas du tout, c'est vous devriez avoir honte, vous battre comme ça pour des petits jouets, non mais vous n'arrêtez jamais de vous disputer. Et puis de toute façon, ça ne m'intéresse pas d'écouter vos histoires. Moi, ce que je veux, c'est que ça cesse. Voilà, ça c'est exactement le genre de choses qui vont envenimer la situation. Pourquoi? Parce qu'en fait, les enfants, ce qu'ils veulent, déjà, c'est que ce soit la faute de l'autre. Donc là, forcément, ça ne sera jamais la leur. Et puis, ce qu'ils veulent aussi, c'est que leur conflit soit pris au sérieux. Parce que eux, à nous, on est à dire oui, bon, c'est bon, arrêtez avec vos petites broutilles là. Sauf que pour eux, c'est sérieux. Il y a quelque chose de très sérieux là derrière. Donc, c'est important de nous prendre au sérieux, mais surtout, sachez que les disputes sont le moyen numéro 1 le plus efficace pour attirer l'attention des parents. Donc, en fait, là, j'ai quand même bien gagné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le parent intervient, j'ai ce que je voulais, c'est-à-dire l'intervention des parents. Mais par contre, après, il va falloir joindre l'épaule pour que le parent prenne mon parti contre le parti de mon frère ou de ma sœur. Donc là, après, voilà, il faut quand même développer des stratégies. À partir du moment où vous dites c'est la faute de qui, là c'est bon, je vais pouvoir dire c'est la faute de l'autre. J'aime bien la suite aussi. Non, mais je vous jure, vous allez me donner un ulcère. Ou tu es trop grande pour ce type de jouet, laisse ça à ta sœur, trouve autre chose pour t'amuser. Et enfin, la solution qui n'aide pas, pourquoi ne pas partager? Ce serait tellement plus amusant de jouer ensemble. Alors ça, vous dites ça à un enfant, c'est sûr qu'il va vous dire non. Parce que partager, ce n'est pas une option. D'ailleurs, pour les tout petits, les moins de 3 ans par là, il faut savoir que le jouet, en fait, c'est le prolongement de leur bras. Donc, quand vous leur proposez de partager, c'est un peu comme si on vous demandait de vous couper la main. Il y a une auteure que j'aime beaucoup, une auteure de BD qui s'appelle Fanny Vella et qui transpose les situations qu'on demande à nos enfants sur des adultes. Et donc, par exemple, à un moment, il y a 2 adultes, puis il y en a un qui dit à l'autre « Mais enfin, pourquoi tu ne peux pas lui prêter ta voiture? Mais vas-y, mais prête-lui tout de suite, quoi. Attends, mais enfin, mais c'est bon, mais on t'a pas appris à partager, toi. » Et bien, en fait, c'est ça les enfants qu'on leur dit. C'est imaginez, on vous dit oui, tu prêtes ta voiture toute neuve, mais attends, c'est bon, tu ne partages pas, toi. Non, en fait, hein, ça ne marche pas. Vous voyez bien que chez nous, ça ne nous plairait pas en tant qu'adultes, mais les enfants, ça leur plaît pas non plus. Alors, comment aider les enfants qui se disputent? Déjà, reconnaître ce qui se passe pour eux. Vous avez la proposition là dans le livre, et je vais vous... voilà. Proposer une solution pour gérer les disputes. Déjà, en premier, établir le contact et établir un contact, si possible, quand vous n'êtes pas encore à 3000 tours dans la tête. Et
en premier, rappelez-vous tout à l'heure l'enquêteur émotionnel. Verbalisez ce que vous voyez. Ici, par exemple, le papa qui dit « Ah, vous avez l'air fâchés l'un contre l'autre ». Donc déjà, j'arrive et je check la situation. J'observe ce qui se passe et je vais voir comment chacun se sent. Ok, vous êtes fâchés l'un contre l'autre. Ensuite, je vais écouter chacun des points de vue. Alors ça, c'est très dur parce qu'en général, les enfants, ils veulent absolument le dire en premier, ils veulent absolument parler plus fort et ils veulent absolument que l'autre, il parle pas. Donc ça va nous demander certaines stratégies. Donc de pouvoir écouter le point de vue de l'un sans que l'autre le coupe et écouter le point de vue de l'autre. Parfois, quand les enfants sont très petits, c'est difficile. Parfois, il va falloir les séparer et les isoler. Mais c'est dur en tout cas. C'est difficile d'amener chacun à donner son point de vue sans être coupé par l'autre. Ensuite, moi je vous invite à montrer du respect pour le problème. Et par exemple, ici, ce papa dit « Ah ben oui, je vois, c'est compliqué, 2 enfants qui veulent les mêmes jouets en même temps. » Donc là, je montre « Ben oui, c'est vraiment un gros problème en fait que vous avez les enfants. » Et donc, en montrant du respect, je vais déjà faire baisser un petit peu la colère de chacun parce que eux, déjà, ils sont en colère, mais si en plus, on ne leur montre pas du respect, ça va faire monter leur émotion. Donc là, si je montre du respect, hop, ça fait baisser la tension. Et enfin, montrer que vous avez confiance en leur capacité à résoudre le problème et tout de suite, quitter la pièce. C'est-à-dire d'avoir cette phrase-là pour les enfants, de leur dire « Ok, donc on a bien résumé le problème, je vois que c'est un problème vraiment important. Je vous fais confiance pour trouver votre solution. » Et vous partez. Alors, tout le monde me dit, mais comment je peux partir? Ils vont continuer à s'empoigner, le problème ne sera jamais fini. Rappelez-vous que la dispute, elle est là en partie pour attirer votre attention. Donc, si ça ne vous intéresse plus, si ça n'est plus le moyen de pression qu'ont vos enfants pour avoir votre attention, ça va être beaucoup moins intéressant. Et donc, au moment où vous quittez la pièce, en fait, eux sont mis devant la responsabilité de leur propre problème. Et donc, finalement, alors peut-être qu'ils vont pouvoir se séparer s'ils n'ont pas envie de régler leurs problèmes, mais en tout cas, ça ne sert plus de moyen pour attirer les parents. Et donc, à partir de ce moment-là, ils vont gérer eux-mêmes leurs problèmes. Et je vous invite vraiment à essayer cette technique-là dans les disputes. Parce qu'en fait, ça marche. Le problème, et c'est le problème majeur qu'on a la plupart des parents, c'est que, en fait, nous, quand on voit ça, déjà, d'emblée, on est énervé. Pour toutes les raisons qu'on a dit au départ, parce que les disputes, ça fait du bruit, parce que ça nous renvoie une image de mauvais parents, etc., etc. Donc, en fait, le plus difficile, c'est pas de gérer la dispute des enfants, c'est de gérer notre propre émotion et de pouvoir la faire baisser. Après, pour ça, il existe tout un tas de choses, de la méditation, de la respiration, aller prendre l'air, boire un grand verre d'eau, pour ceux qui Mais finalement, le problème, c'est ça. Le problème, c'est nos émotions par rapport aux disputes des enfants. Alors, nos émotions, c'est une autre question. Mais voilà, encore une fois, aujourd'hui, on a vraiment plein de choses qui sont bien, la méditation, le yoga, tout ça, pour apprendre à gérer ses émotions. Et je crois que finalement, c'est la clé pour gérer les disputes des enfants. On revient en question, du coup, avant la dernière diapo. Alors, du coup, pour celles qui... Donc, est-il pertinent d'intervenir en tant qu'adulte dans les disputes? Donc là, je viens de répondre en partie. Si la dispute est minime, simplement, vous n'intervenez pas. Si vous sentez que ça commence à être un petit peu chaud et qu'éventuellement, il risque de se taper, vous pouvez intervenir. Mais moins vous allez intervenir dans les disputes, en fait, et moins il y en aura. Parce qu'encore une fois, la dispute est là pour attirer votre attention. Donc, du coup, le processus que je vous ai donné, identifier le point de vue de chacun, leur montrer du respect pour le problème et quitter la pièce, la plupart du temps, ça va fonctionner assez bien et ça nous permet d'intervenir intelligemment. Surtout pas qui a raison, qui a tort, ou surtout pas trouver le coupable vous-même, parce que vous allez réenclencher les jalousies entre eux.
Alors, on a Audrey qui a la petite question aussi, mais c'est une question de dispute, mais surtout aussi d'émotion. La grande est hypersensible et la seconde est taquine et veut les affaires de la grande. Ma grande n'arrive plus à supporter la taquinerie de sa sœur. Comment l'aider? Alors, votre grande, elle a besoin d'un espace pour elle et elle a besoin, parfois, ça passe par interdire la chambre des grands aux petits. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, les grands ont besoin que leurs affaires soient respectées et ils ont besoin que les petits moucherons ne soient pas dans leurs pattes. Donc, premièrement, permettre à ce que les affaires de la grande soient respectées. Et du coup, ça va être à nous, parents, parfois même du coup, de pouvoir lui laisser à la grande, si en tout cas elle accepte, de se retrouver seule dans sa chambre. Et là, pour le coup, c'est à nous, parents, d'occuper le plus petit. Donc, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire, parce que des fois, nous, on aimerait bien que nos enfants, ils se gèrent les trucs entre eux et que du coup, on puisse se débarrasser d'un des deux. Mais là, c'est notre boulot de parents de s'occuper du plus petit et de pouvoir, ce que la grande puisse avoir vraiment un espace pour elle. Voilà, donc si vous vouliez faire autre chose à ce moment-là, désolé, il va falloir vous occuper de votre enfant. C'est clair. Alors, Chloé, du coup, parce qu'on est toujours dans la question, je reviendrai aux autres après. Quand j'applique cette méthode, ce que je constate, c'est que l'aîné lâche l'affaire et cède et part en pleurant. 5 minutes après, il passe à autre chose, mais je crains qu'un sentiment d'injustice grandisse chez lui. J'ai le même problème, Chloé. Alors, il y en a souvent un qui lâche l'affaire plus vite que l'autre. C'est souvent l'aîné. Quand ils sont plus petits, quand il y a vraiment des petits. C'est souvent l'aîné. Ce qui est important de voir, c'est que il a quand même des bénéfices, lui, à lâcher l'affaire. C'est-à-dire que, mine de rien, ils y gagnent quand même un petit peu tous les deux. Alors, si le grand lâche l'affaire trop souvent, prendre le temps avec le grand de lui apprendre à défendre son territoire. C'est-à-dire que s'il a quelque chose à dire, il va falloir qu'il le dise. Pour ça, ça veut dire aussi que moi, en tant que parent, il faut que je fasse attention à ce que le grand ne soit pas le sage responsable, qui doit toujours être sage. C'est ça aussi, c'est qu'est-ce que j'ai demandé implicitement à mon grand. Donc, est-ce que je ne suis pas dans la posture du parent qui voudrait que le grand soit sage, responsable, gentil, et que s'il n'est pas dans cette case-là, peut-être que je vais un peu me fâcher contre lui, donc il va se sentir moins aimé. Donc, attention à ça, déjà, est-ce que j'ai ça ou pas dans la tête. Et s'il lâche l'affaire, en vrai, c'est peut-être OK pour lui. Et cela dit, les grands qui lâchent l'affaire, ils développent certaines compétences. Ils développent notamment des compétences relationnelles, en fait, qui pourront vraiment leur servir plus tard. Donc, c'est pas perdu. Voilà. Et même, alors, si vous sentez qu'il y a beaucoup de frustration, allez écouter sa frustration et lui apprendre à défendre son morceau. Mais voilà, mais gardez en tête qu'en fait, il est quand même en train d'apprendre des trucs qui lui serviront vachement. De toute façon, dans la fratrie, il y a des grands et des petits. Et de toute façon, les conflits vont faire que ça va forger la personnalité des uns ou des autres. Mais ça, vous n'y pouvez rien, parce qu'à partir du moment où vous avez fait plusieurs enfants, en fait, c'est obligé. Et les personnalités vont se forger dans la fratrie. Ça, vous n'y pouvez rien. Il va y avoir des systèmes qui vont se mettre en place, il va y avoir des réflexes qui vont se mettre en place. Donc, bien sûr que quand on peut les diminuer un petit peu, c'est bien, mais en ayant fait plusieurs enfants, de toute façon, on les contraint à développer certains mécanismes. C'est le mécanisme des relations, en fait. Dès qu'on est plusieurs, il y a des schémas qui se mettent en place et ça, vous ne pourrez pas l'éviter. Alors, je pense qu'on y a un petit peu répondu, mais en 2 mots, du coup, on peut revenir. Oui, alors la compétition, donc égalité, équité, ça vraiment mes premières choses. Deuxième chose, arrêtez les comparaisons. En fait, déjà, vous enlevez l'égalité dans la maison, vous mettez de l'équité, c'est-à-dire répondre aux besoins de chacun, et vous enlevez les comparaisons. Il me semble qu'il y aura moins de compétition entre les enfants. Voilà, donc c'est vraiment travailler sur le terreau. Ça, c'est le résultat en fait de ce qui a été mis en place. Alors, Karine. J'ai 4 enfants et mes 2 garçons du milieu se battent tout le temps. Ils ont pourtant 4 ans d'écart. Comment faire pour calmer cette rivalité entre eux? Alors, il y a des enfants qui ont besoin de se battre. Récemment, je parlais avec une amie, une maman. Ces enfants, ils ont arrêté de se battre parce qu'il y en a un des deux qui est parti en fait. Et il est grand, je dirais, parti faire ses études. Il y a des enfants qui ont besoin de se... Dehors. Non, elle ne l'a pas mis dehors.
Il y a des enfants qui ont besoin de se battre et quand c'est des garçons, ils le font effectivement physiquement. Ça peut être insupportable pour nous. Néanmoins, s'il y a vraiment derrière une rivalité ou une jalousie, à ce moment-là, tout ce que j'ai dit depuis 1h30 est applicable. Mais en fait, si c'est vraiment qu'ils ont besoin de se défouler, et alors pour les disputes, il y a une chose qui va être importante quand même que vous vérifiez de temps en temps, c'est est-ce que c'est OK pour les deux ou est-ce qu'il y en a un qui prend le dessus sur l'autre et que c'est toujours le même? Auquel cas, là, il y a un vrai problème de pouvoir. Mais si c'est OK pour les deux et juste, en fait, ils ont envie de s'empoigner, à part leur acheter un punching ball pour qu'ils mettent leur énergie ailleurs, c'est qu'ils peuvent avoir ce besoin-là. C'est pas forcément mal non plus, mais par contre, c'est hyper pénible. Alors, on avait la toute première question à laquelle on n'a pas répondu directement de Nawel. Alors, comment gérer lorsque je m'adresse à mon aîné, la cadette attire toujours l'attention, quitte à hurler, me faire mal ou autre? Alors oui, c'est petite, il va falloir lui apprendre, et ça va prendre du temps, parce que 2-3 ans, c'est encore compliqué pour elle, qu'il y a un temps pour chacun. Et donc là, c'est à vous, effectivement, parents, de lui signifier vraiment de manière ferme que dès que vous aurez fini avec la grande, vous vous occuperez d'elle. Mais effectivement, il va falloir... les tout petits, à 2-3 ans, ils sont encore totalement égocentrés. En fait, ils pensent que le monde tourne autour d'eux. Et donc, c'est très compliqué dès qu'on est ailleurs. C'est quelque chose qui va s'acquérir. Mais c'est à vous d'être vraiment ferme, c'est-à-dire de poser avec elle. Oui, j'ai bien entendu que tu veux mon attention. Dès que j'ai fini avec ta sœur, je viens avec toi. Et si effectivement, si physiquement ça se manifeste, il va falloir la contenir physiquement. Donc, c'est pas du tout facile. Hein. De toute façon, les relations à la fratrie, c'est facile. Mais là, il va falloir vraiment que vous posiez la limite fermement. On prend du coup la dernière question avant de finir ce webinaire. D'Élodie, du coup, est-ce que la confrontation est plus compliquée quand les enfants sont du sexe opposé ou du même sexe? Je pense que ça joue pas. Je pense que ça joue vraiment pas. Ce qui joue, ça va être le tempérament de chacun. Je ne parle pas encore de personnalité, parce que plutôt de couleur, de tempérament, parce que les personnalités ne sont pas encore construites pour les enfants. Mais je pense que le sexe n'a rien à voir là-dedans. En fait, il y a des fratries de tous les styles et il n'y a pas je crois qu'il n'y a pas vraiment de règles en fait par rapport à ça. On a Gaëlle qui nous met une dernière question. Gaëlle, on va prendre votre question. Alors, comment aider une fratrie lorsqu'il y a un handicap avec plein de rendez-vous? Ça occasionne de la jalousie et compétition chez elle qui n'a pas de handicap. Ouais, bonsoir Gaëlle. Je ne savais pas que tu étais là. Oui, ça veut dire que ton autre fille, du coup, va avoir besoin de moments pour elle, et c'est vrai que c'est très difficile quand un enfant est comme ça, de par effectivement un problème, un handicap comme tu le nommes, est très énergivore. C'est difficile pour les autres de l'accepter. Donc je suppose que tu fais déjà, mais vraiment veiller à avoir des moments de qualité avec chacun de tes autres enfants pour la montrer qui compte aussi et que tu es là aussi. Mais en même temps, je sais que notre temps n'est pas toujours multipliable et que c'est pas toujours facile. Encore une fois, ça va générer des comportements, ça va générer des tempéraments et ça va générer des schémas pour les enfants, mais c'est inévitable. En même temps, et je suis sûre que tu fais de ton mieux, en même temps, voilà, nous faisons de notre mieux. Et pour autant, en fait, on sera jamais des parents parfaits. Donc, on ne pourra jamais faire exactement comment on aurait souhaité faire avec nos enfants. On va faire toujours au mieux, et dans ce au mieux, des fois, il va falloir se satisfaire de quelque chose qui ne nous satisfait pas complètement, mais enfin voilà, bon, tu es une des rares personnes que je connais sur ce webinaire, et je suis persuadée que tu fais de ton mieux. Donc, juste continue à faire de ton mieux, essaye de prendre un petit peu de temps avec
la fille quitte le demande. Et merci pour cette question parce qu'à l'UDAF, on a des associations aussi qui sont autour du handicap. Et donc, de poser une question aussi pour les frères et sœurs d'enfants voilà, qui ont un handicap, c'est quand même pas évident parce que souvent, ça tourne quand même beaucoup. Le parent essaye de faire au mieux pour... Mais du coup, effectivement, il monopolise énormément. Voilà. On en est conscient et c'est un gros sujet bon courage. aussi. Juste du coup, la dernière diapo, Sophie, voilà. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et votre participation. Vous pouvez nous retrouver, donc l'UDAF sur Facebook, sur la page UDAF Gironde, et puis nous, Parents Plus, sur la page Facebook de Parents Plus. Si ça vous intéresse, il y a d'autres conférences que j'ai mises sur YouTube. Il y en a une sur quand les parents sont en désaccord sur l'éducation et une autre sur la thématique de émotion, cerveau et apprentissage. Voilà, que vous pouvez retrouver. Donc, il y en a aussi sur Parents Plus. Merci Sophie, merci à tous de votre présence. On s'excuse vraiment pour du coup le désagrément du début. On espère quand même que vous avez passé un bon moment avec nous et que la technique a pu être là quand même au rendez-vous. On espère avoir apporté de réponses autour de la fratrie pour vous, parents, mais aussi les grands-parents qui ont pu être présents comme Michel Martin. Je sais que c'était un grand-père occupé aussi. Et Gisèle Gisard aussi, une de nos administratrices. Merci d'avoir été présente. Donc, pour rappel, n'oubliez pas donc, notre petite enquête de satisfaction qui a été remise par Agnès. Voilà, vous pouvez retrouver ce webinaire et les précédents sur la page YouTube. Donc, vous pouvez aussi revoir des webinaires, des conférences de Sophie sur sa page Parents Plus. Voilà, et on a aussi la page Facebook, nos deux pages Facebook. On vous donne rendez-vous, donc là on n'a pas la suite, on vous donne rendez-vous pour l'année prochaine, voilà, 2022, pour de nouvelles thématiques, c'est pour ça que vos questionnaires sont importants, et n'hésitez pas à suivre notre actualité pour voir ce qu'on vous propose. Merci à tous, bon week-end, bonne soirée et à bientôt. Merci à vous.